7h22 comme tous les matins, juste après le deuxième grand journal de la rédaction de Radio Pays, l'invité du 7h de Victor Zamit. Bonjour Victor, comment allez-vous? Bonjour Kylian, bonjour à tous, très bien et vous, ça va? Ça va très bien, comme un vendredi, vous le savez, le vendredi tout est permis, d'autant qu'il est très près du samedi et trop près du dimanche. Ce matin, vous recevez Raphaël Rinaldo. Et oui, association espèce en voie de disparition, focus ce matin sur le mouvement associatif indispensable au bon fonctionnement d'énormément de secteurs. Sans les associations, pas de sport, pas de culture, pas d'aide à la personne et la liste est encore longue. Et pourtant, malgré ça, le mouvement associatif traverse une crise sans précédent, baisse des financements, précarité, dégradation des conditions de travail et l'impression partagée par énormément d'associations que le système associatif arrive à bout de souffle. Raison pour laquelle un appel à mobilisation a été lancé au niveau national sous le mot d'ordre « ça ne tient plus ». Le mouvement est suivi ici en Guyane et aura lieu demain. Pour en parler, Raphaël Rinaldo est notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Victor et bonjour aux auditeurs de Radio et Télépays. Vous êtes membre du CLAC, le collectif local des associations citoyennes de Guyane et aussi salarié d'une association. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur la situation actuelle et nous expliquer au final ce que vous constatez tous dans le monde associatif guyanais. Un mot déjà sur le sentiment général, on va dire, quand vous discutez de cette situation avec d'autres associations, toutes les autres associations qu'il y a sur le territoire. Qu'est-ce qui ressort, Raphaël Rinaldo? C'est quoi le sentiment global et général dans ce moment? Alors le sentiment général, c'est l'épuisement et la sinistrose, parce que même si nous avons des missions d'utilité publique qui nous enchantent tous, ouais. Que le tissu associatif est composé de personnes passionnées, on reviendra sur les chiffres dans 2 minutes, c'est vraiment un grand sentiment d'inquiétude qui est justifié parce que on voit ce qui se passe dans l'Hexagone. On n'en est pas, nous, encore à la situation catastrophique des associations nationales, mais on y arrive petit à petit et je vous avoue que ça nous angoisse un peu. C'est quoi le CLAC, le collectif local des associations citoyennes de Guyane, déjà là-dessus? Alors le CLAC, donc c'est un collectif de plusieurs associations, donc cette association loi 1901. Oui. L'idée c'est que ces collectifs locaux qui existent un peu partout en France puissent appartenir au mouvement associatif qui lui fédère les associations au national et permet de faire porter la voix associative. Donc en Guyane, c'est un ensemble de personnes, hein, c'est avant tout des personnes avec qui soit qu'on a l'habitude de croiser en réunion, en commission et avec qui de temps en temps on parle de nos conditions de vie associative, de financement, etc. Et voilà, depuis l'année dernière, on se dit en fait, à un moment, il va falloir faire quelque chose ensemble. Ouais, et c'est pour ça que je lance là-dessus parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément d'associations en Guyane et de l'extérieur, on peut parfois avoir l'impression que c'est un peu chacun dans son coin ou en tout cas secteur par secteur. Là, avec ce collectif, l'idée c'est vraiment de dire on parle tous ensemble et on fait tous le même constat. L'idée, exactement, c'est qu'on puisse premièrement parler tous ensemble. Oui. Il y a 4600 associations en Guyane, plus de 500 associations qui sont employeuses. Ça fait du monde, ça fait plus de 5500 emplois. Oui. En Guyane, 5500 emplois, c'est vous prenez la ville de Cayenne, vous faites un groupe de 10 camarades, un camarade sur 10 est employé par une association. Voilà, si je dois montrer l'importance, parce que des fois on donne des chiffres, on ne se rend pas compte de l'importance que c'est. Et nos associations, c'est vrai que de temps en temps on se croise en commission, enfin voilà, vous savez, on est quand même environnement, éducation, culture, santé, etc. Donc on se croise pas forcément beaucoup. Oui. Il n'empêche que lorsque nous nous croisons, les premiers sujets de discussion ce sont les subventions, notre participation aux politiques publiques, le fait que elles ne soient pas, parfois elles sont reconnues, l'expertise est reconnue, malheureusement elle n'est pas forcément reconnue en termes de financement, on en parlera tout à l'heure, et donc c'est vraiment ça l'idée d'un CLAC, c'est de se dire que ce soit les associations d'ailleurs qui n'ont que des bénévoles ou les associations qui ont bénévoles et salariés, parce que ce sont quand même 2 modèles différents, on se réunit pour parler de cette fragilité de la vie associative. Alors, j'ai pas réussi à trouver des chiffres précis sur la Guyane. En tout cas, au niveau national, il y a une récente étude du mouvement associatif qui explique que 70% des associations employeuses, donc avec au moins un salarié, ont des fonds fragiles ou nuls avec des liquidations qui ont doublé depuis 2022. Est-ce qu'on retrouve
à peu près la même situation ici en Guyane, Raphaël Rinaldo? Alors la situation est un peu meilleure. On n'a pas tous les chiffres, donc je ne serai pas en mesure de vous fournir ces chiffres. En revanche, ce qu'on sait, parce que notamment la CRES a fait une étude récente et également l'Observatoire local de la vie associative qui a fait une étude dont les chiffres sont parus en 2023. On sait que en Guyane, par exemple, on a un peu plus d'une dizaine d'associations qui emploient plus de 50 salariés et que on a une grande partie des associations qui se posent des questions de trésorerie. Moi, j'ai vraiment pas les chiffres, mais une grande partie d'associations, leur préoccupation, c'est on peut peut-être avoir des subventions, mais notre trésorerie, comment on va faire pour payer l'URSSAF? Comment on fait pour payer nos salariés à la fin du mois? Et ça, c'est vraiment une problématique, avec en plus des associations qu'on connaît, qui rendent des grands services publics. Je parle par exemple de Ne Plus Jeter, qui ont totalement disparu du paysage. Donc, inquiétude. On n'a malheureusement pas encore de quoi faire une statistique et montrer à la population guyanaise, donner à la population guyanaise les chiffres, mais c'est en cours. Nous, on répond aussi justement aux enquêtes locales, aux enquêtes nationales, pour pouvoir permettre aussi d'avoir une visibilité dans le mouvement national. L'idée de vous avoir ce matin aussi, Raphaël Rinaldo, c'est de faire comprendre aussi un peu aux personnes qui vous écoutent comment sont financées les associations. On a toujours l'impression, quand on regarde le sujet de loin, que vous dépendez à 100% de subventions publiques. Elles représentent, c'est vrai, une énorme part dans le modèle économique des associations, ces subventions, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu au final sur comment est-ce que vous arrivez à fonctionner financièrement parlant, vous, association? Alors, ce que je voudrais déjà rappeler aux auditeurs, c'est qu'une association n'est pas une institution publique. En fait, l'association loi 1901, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a une gestion désintéressée. Donc, grosso modo, si à la fin de l'année, il nous reste de l'argent, on ne le redistribue pas au président, aux salariés, etc. Mais on le réinvestit exactement dans l'activité de l'association. Donc nous, on est du secteur privé. On est le 8e secteur économique en Guyane, ce qui est pas rien, le 8e secteur employeur. Et alors comment on fonctionne? Eh bien, comme une entreprise, c'est-à-dire que bien sûr on peut recevoir des subventions et donc au niveau national, on sait que en gros les fonds publics représentent la moitié du chiffre d'affaires du budget d'une association. Et après en fait on fait comme les entreprises, c'est-à-dire on est prestataire de services, on nous fait des commandes, on y répond, donc on fait nous-mêmes de la prestation de services, chacun dans son domaine. Si par exemple dans mon association on fait des inventaires naturalistes, on peut faire des animations pour lesquelles on va être payé, et puis d'autres qui vont être gratuites parce que justement on a réussi à avoir les subventions pour obtenir la gratuité pour le grand public. Et puis après il y a aussi du mécénat. Donc des fonds privés qui nous sont versés. Alors ça dépend, ce sont des fondations qui peuvent être qui sont généralement au niveau national, international, voilà. Mais les fonds publics, en tout cas, on tend à vouloir avoir le modèle idéal. En fait, ce serait pour nous un tiers de prestations, un tiers d'argent privé venant de mécénat et un tiers de subventions. Et qu'il n'y ait pas de fluctuations trop importantes d'une année sur l'autre, parce que si j'ai bien compris, le problème aussi, c'est que, notamment du point de vue là pour le coup des subventions publiques, en fonction de la couleur politique de l'élu, de son engagement pour tel ou tel secteur, en fait ça peut changer d'une année sur l'autre. Ce qui est très difficile et qui nous a mis notamment cette année dans une double difficulté, c'est que malgré le fait que les collectivités reconnaissent indéniablement l'utilité des associations, il n'y a pas de souci sur ce sujet. Ils sont soumis au vote du budget, à la fois de leur propre collectivité, mais aussi le budget national. Et cette année, typiquement, on a tous entendu parler du budget qui avait mis du temps à être voté et donc des incertitudes. De plus, les associations sont rarement financées pour leur fonctionnement. C'est-à-dire, vous voyez, on a besoin de direction, on a besoin d'assistants de direction, etc. On a de plus en plus tendance, les institutions, à nous financer par projet. Et la problématique, lorsque vous avez des employés en CDI, c'est que on va commencer un projet et il va falloir attendre d'avoir conclu le projet
pour que la collectivité, l'institution, peu importe, nous verse le solde de la convention. Oui. Et pour pouvoir réécrire un nouveau projet, des fois, et puis recevoir voilà la convention, etc. Eh bien, on a des gaps de 6 mois, un an. Et ça, pour les salariés, c'est pas possible en fait. Et ni pour la structure, on peut pas rester un an à payer quelqu'un sans qu'on sache si ce poste il sera financé ou pas. Ouais, c'est un point très important ce que vous venez de dire, parce que un des arguments là qui revient beaucoup pour la mobilisation de demain, c'est le fait de dire que le modèle associatif il tombe un petit peu il est en bout de course clairement, avec ce phénomène en fait de marchandisation dans lequel les associations sont tombées depuis quelques années. Je suis tombé sur cette phrase tout à l'heure: l'évolution vers la commande publique a transformé en profondeur le financement des associations. On ne soutient plus une initiative associative, on passe commande. Ce qu'il faut comprendre quand même dans cette phrase, c'est qu'en fait, très souvent, l'État ou la collectivité ne dit plus je soutiens ce que vous faites, mais je cherche en fait une personne pour exécuter une mission que j'ai définie. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus finalement, Raphaël Rinaldo? Alors oui, bien sûr. Alors premièrement, du coup, ça nous met en concurrence. Oui. Voilà, les appels de toute façon, ça s'appelle des appels publics à la concurrence, les marchés publics. Donc, ça nous met en concurrence entre associations. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'en fait on nous passe commande, on a parfois effectivement l'impression d'être les pions en fait des institutions qui passent commande. Ça c'est quand même très désagréable. Quand vous dites les pions, ça veut dire les quoi? Les pions, ça veut dire qu'on a une commande et il faut l'exécuter by any means necessary. Ouais. Donc si on n'est pas d'accord. Alors qu'un des grands principes quand même, c'était la liberté associative justement. Exactement. Là, vous êtes plus en capacité de faire ce que vous avez envie de faire. Eh bien, en fait, oui. Et ça, même si en Guyane, je redis, on a quand même une relative bonne entente avec pas mal d'institutions, mais c'est quand même problématique quand par exemple on vous demande de signer ce qui a été dénoncé pendant quelques années, un contrat d'engagement républicain dans lequel vous vous engagez à ne pas en gros avoir des actions contre l'État, etc., etc. Oui, ça c'était dans le cas de la loi séparatisme, c'est bien ça, sur la laïcité. Exactement, sauf que quand par exemple vous êtes défenseur de l'environnement et que vous devez porter plainte contre l'État pour manquement, bien on fait quoi du coup? On défend quand même des citoyens qui dans certains cas ont été par exemple, et là je sors du territoire, mais empoisonnés, etc., par des manquements de l'État. Oui, d'un côté, on vous demande de jurer fidélité entre guillemets à l'État, et de l'autre, si vous êtes amené de temps en temps à critiquer l'action de l'État, ça devient difficile, puisque ce sont les mêmes qui vous financent. Exactement, exactement. Et donc ça pose une réelle problématique. Et puis il y a aussi la perception, je pense, qui est relayée par de nombreuses personnes, du fait que lorsqu'on fait des appels publics à la concurrence, comme je disais tout à l'heure, nous sommes du secteur privé, nous avons les mêmes obligations que les entreprises, et donc des fois on s'attend à ce qu'on ait des coûts qui soient ridicules. Eh bien en fait non, on va facturer et faire des devis sur ce que ça nous coûte réellement, moi, je me suis déjà entendu dire, oui, vous pratiquez des prix de bureau d'études. Oui, mais en fait, on a une expertise. On est une association, nous avons des salariés, même on a des bénévoles qui ont des expertises, en fait, qu'ils mettent à disposition gracieusement. D'accord, qu'on ne facture pas le temps bénévole, on le compte juste et ça compte dans notre comptabilité, mais c'est tout. Et donc, il y a ça aussi, cette espèce de fatigue de montrer que nous sommes des professionnels, nous sommes compétents, nous faisons un travail qui est d'utilité publique, mais et d'utilité pour le gouvernement. Les collectivités nous invitent à venir dans des commissions. Il y a plein d'associations. Le monde associatif et le grand public est représenté dans ces commissions, etc., par le monde associatif. Et ces commissions, elles se tiennent en journée. Donc, il vaut mieux être salarié parce que les bénévoles, ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps de venir à des grandes messes qui auront lieu de 9h à midi en pleine semaine, etc. On nous demande de produire des rapports. Et pour tout ce travail de fond, eh bien, on a, alors je dirais pas uniquement, mais on a beaucoup de financement uniquement par projet. Et donc, on passe du temps à remplir de l'administratif, à justifier de notre fonctionnement, à justifier de pourquoi on fait les choses.
tout en ayant une mission de service public et on nous appelle quand il y a le feu, quoi. Ouais, avec une espèce de bureaucratisation au final de vos activités, ça c'est quelque chose qui revient énormément. Les associations qui passent beaucoup de temps à remplir des documents pour répondre aux appels d'offres et à ne pas se concentrer en fait sur leurs actions de terrain. Tout à fait. Alors moi, je suis quand même consciente que le denier public ne doit pas être dépensé n'importe comment. Oui. Et donc, c'est tout à fait normal que nous ayons à justifier de l'emploi des subventions. En revanche, quand telle institution a un formulaire de cette façon, l'autre a un formulaire de telle façon, l'autre et puis qui ne sont pas d'accord parce que les calendriers ne sont pas les mêmes, donc on a des appels à projets qui se finissent à tel moment, d'autres qui se finissent à tel moment, etc. Donc en fait on a des espèces de chevauchements qui parfois sont, excusez-moi du terme, un petit peu bâtards. Bien ça devient difficile et effectivement on passe notre temps à remplir des papiers alors que on se fait contrôler. Oui. Enfin, on se fait contrôler par l'URSSAF, ce qui est normal. Comme je disais, on est comme une entreprise, donc on a des contrôles URSSAF. Et en plus, on doit, pour les associations qui touchent plus de 300 000 euros de subvention, on a obligation de contrôle et de certification de compte par un commissaire aux comptes. Raphaël Rinaldo, rapidement sur la mobilisation de demain, c'est où, c'est quand, et est-ce que vous savez d'ores et déjà si le mouvement il sera beaucoup suivi par le monde associatif guyanais? Alors, est-ce qu'il sera beaucoup suivi? On a fait relayer notre avis de décès des associations on vous donne rendez-vous à 10h, de 10h à midi, du côté de la place du Coq. L'idée, c'est qu'on puisse échanger avec la population guyanaise qui est bénéficiaire par ailleurs. Quand vous inscrivez vos enfants au sport, à la musique, etc., ce sont des associations qui font tourner ces activités. Donc, l'objectif de la mobilisation, c'est de rapporter, rappeler l'importance des associations. Demander aussi aux gens quel rapport ils ont avec le monde associatif, leur présenter les chiffres. Et donc, on va essayer quand même de faire ça, même si ce sont les funérailles des associations guyanaises et nationales. On va essayer de faire ça dans la bonne humeur. Merci beaucoup Raphaël Rinaldo d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc membre du CLAC, le collectif local des associations citoyennes de Guyane. La mobilisation, ce sera donc demain matin à partir de 10h. Merci encore, très bonne journée.